Pour ceux qui connaissent déjà le web sémantique, bonne sieste. Pour les autres, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, même si vous avez des insultes, vous m'arrêtez, du moment que c'est justifié, et puis on voit ce qu'on peut faire pour débloquer la situation. Alors j'ai l'habitude de toujours commencer par une petite remise en perspective, expliquer un petit peu d'où on vient historiquement pour expliquer où on va. Et donc je vais parler un petit peu d'où vient le web, mais très très rapidement, juste pour expliquer quels sont les concepts qui dedans nous ont amené à faire la partie web de données, web sémantique et données liées. Fin du 19e, il y a un monsieur qui s'appelle Paul Otlet, que vous avez là, qui décide de s'intéresser à la problématique de classer, indexer, collecter les connaissances. Vous avez un de ces schémas d'époque, qui est ici, où il s'intéresse à dire, je vais à la fois bien sûr collecter tout ce qui est publié dans le monde, mais aussi essayer de collecter, de représenter ce que les gens ont dans la tête, la conceptualisation qu'ils ont du monde, essayer de la représenter pour pouvoir utiliser ça pour indexer toutes ces productions et se retrouver dedans et faire des recherches dedans. Donc ça va être le début d'un gros travail d'indexation, de classage, on va classer un certain nombre de choses, mais aussi ce qui est intéressant, alors à l'époque c'était tout manuel bien sûr, à travers des petits tiroirs et des petites fiches dedans, les fiches qu'on a dans les bibliothèques sont écrites de cette époque-là, mais aussi il avait proposé d'être capable de téléphoter certains des documents, c'est-à-dire lorsque vous vouliez consulter un document qui était dans le fond, vous pouviez téléphoner pour dire je veux tel document et vous l'envoyez à distance et vous pouviez le consulter sur des terminaux qui auraient été comme cela. Alors bien sûr il a à la fois ouvert la voie parce qu'il est arrivé jusqu'à 17 millions d'entrées dans son système, ce qui à l'époque était une très bonne couverture. Mais bien sûr, après, il a perdu la course, puisque le nombre de publications et le fonds a cessé d'augmenter, et c'était matériellement pas possible de continuer. La prochaine étape intéressante, elle est par Vannevar Bush en 1945, qui, dans un article, propose quelque chose d'intéressant, qui est de se dire il y a de plus en plus de documents qui sont publiés. C'est de plus en plus difficile de lire et de relier tout ce qu'on doit lire, qui est pertinent pour nous. Et surtout, ce que Vannevar propose, c'est que cette question-là, c'est une question de recherche. C'est un problème de recherche en lui-même, qu'il faut l'adresser comme tel. Et dans son article, il propose un objet qu'il appelle le MEMEX, pour Memory Extension, donc une prothèse de la mémoire, qui permettrait à quelqu'un d'organiser ses lectures, et notamment lorsqu'il consulte un document sur un des écrans, ici rétroprojeté, consulter en parallèle un deuxième document et avoir deux petits codes mémotechniques en bas qui permettent de faire le lien entre ces deux documents. Et l'idée étant que si un jour vous revenez sur l'un des deux documents, le système automatiquement vous remet ce que vous aviez mis en regard pour que vous repreniez votre fil de pensée là où vous l'aviez lâché. Cette idée donc d'externaliser notamment la partie lien de correspondance de notre mémoire. Bon alors le problème c'est que pour faire ça à l'époque, on a le droit à des poulies, des courroies et des lentilles. C'est un petit peu compliqué. Donc il faut attendre, bien sûr, le développement des ordinateurs. Ceci étant, si vous regardez la fin de son article, c'est quand même intéressant de voir qu'à l'époque, il avait déjà prévu qu'un jour ou l'autre, on aurait sur nous tous des appareils photo et qu'on produirait tellement de photos qu'on aurait le même problème avec les photos que celui auquel il s'attaquait actuellement avec des documents. Il y avait juste 70 ans d'avance sur Google. 20 ans plus tard, 1965, Ted Nelson, dans un article, grosso modo, dit « c'est bon, avec l'ordinateur, on a ce qu'il faut pour faire le MEMEX » de Vannevar. D'ailleurs, il cite l'article de Vannevar Bush. Et il dit, grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est une structure de données, une structure de fichiers particulière. Et son article s'appelle d'ailleurs « Une structure de fichiers pour l'information complexe, changeante et indéterminée ». Et il propose d'appeler cette structure de fichiers, cette structure qui permet de découper des fichiers en listes, en points d'entrée et de sortie, de faire des liens entre un hypertexte. Donc cette structure d'hypertexte qui permet de passer d'un morceau de texte à un autre en suivant un lien. Et toujours dans la droite lignée de Vannevar, il dit, il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'on s'arrête au texte, je prévois un moment où on fera la même chose avec des films, des musiques, et on passera d'un mouvement de symphonie à un extrait de texte, d'un extrait de texte à un morceau de film, etc. Pour continuer sur cette idée qui va nous amener au web, il faut deux nouvelles étapes. La première, c'est la mise en réseau massive, qui va avoir lieu avec les travaux sur la communication par paquet. Donc là, je vous ai mis Louis Toussaint en France et Robert Kahn et Milton Cerf aux États-Unis. Et en parallèle aussi, l'évolution de nos conceptions d'interaction aux machines, parce qu'à l'époque, les interactions aux machines, ça se réduisait à des cartes perforées qu'on mettait en entrée et des cartes perforées qu'on avait en sortie. Donc,
Il faut tout un développement, notamment là, vous avez l'invention de la souris, première souris de Ted Nelson à l'époque, et le fait qu'il développe en même temps les interactions en machine avec notamment la première démonstration d'un éditeur de texte qui va permettre derrière la première démonstration d'un éditeur hypertexte et de navigation des hypertextes. Et donc on arrive en 83 puis en 89 avec au CERN à peu près tout ce qu'il faut pour avoir l'idée du web. C'est-à-dire qu'on a des ordinateurs en réseau avec la norme TCP/IP. Plus précisément, Tim Berners-Lee aura sur son bureau une Next, une station Next, sur laquelle on pouvait avoir non seulement une interface graphique, mais en plus un langage de programmation objet qui permettait de très rapidement développer des objets graphiques et des interfaces graphiques. Et donc, ça va lui permettre d'avoir cette idée de génie de combiner toutes ces approches et notamment d'avoir l'idée de faire en sorte que le lien hypertexte, le lien qu'on a entre les différents textes de Ted Nelson, traverse le réseau. L'une des idées de génie qu'il a à l'intérieur, c'est de doter le système d'un système d'identifiant universel et de permettre de tisser des liens, non pas entre des documents sur une même machine, mais entre des documents qui sont sur des machines distribuées, donc des liens qui traversent le réseau Internet. Donc on a trois composants dans cette architecture web dès le départ. On a un composant d'adressage, qui va être au départ les URL et puis les URI, je reviendrai sur cette distinction. Un composant qui est la communication, un protocole, notamment HTTP, qui va permettre de faire transiter des représentations sur le réseau. Et puis un composant qui est le langage, qui nous permet de représenter ces représentations, donc par exemple d'avoir des représentations des pages web qui transitent sur le réseau. Donc identification, communication et représentation, les trois composants de l'architecture. Et ils sont importants pour ce que je vais vous dire là, parce que quand on va faire du web de données, on va reposer sur ces mêmes composants. Simplement, on va s'intéresser à d'autres types de représentations que HTML. Alors le web a 25 ans, vous le savez, cette année, en mars plus précisément. Il a 25 ans parce qu'il y a 25 ans, en 89, Tim avait écrit ces fameuses propositions de projet au CERN, Information Management Proposal, qui est cette proposition qu'il faisait à sa hiérarchie pour travailler donc, sur le projet web. Alors, au passage, si vous travaillez sur des projets, ne désespérez jamais. Vous voyez, la hiérarchie, après 2 essais, lui avait répondu que c'était un projet vague mais excitant. Donc, si jamais vous avez des projets qui ne sont pas acceptés par votre hiérarchie, persévérez. C'est la leçon que je retiens de cette annotation. Et si je zoome sur le schéma qu'avait fait Tim à l'époque pour essayer d'expliquer ce qu'il avait dans l'esprit à propos du web, vous regarderez ce schéma, il est très intéressant parce qu'on peut noter beaucoup de choses dedans, notamment une première chose, c'est que le réseau web tel qu'il l'imaginait à l'époque n'était pas juste un réseau qui reliait des pages web. Si vous regardez dans ce réseau web, il y a énormément de ressources différentes. Bien sûr, il y a des documents, des pages, mais vous avez aussi des personnes qui sont représentées, vous avez des sujets qui sont représentés, vous avez des systèmes hiérarchiques, des hiérarchies là-dessus. Vous avez tout un tas de différentes ressources qui sont identifiées déjà dans ce réseau et qui sont articulées entre elles. Donc ça n'était pas uniquement un graphe de page web. La deuxième chose qui est intéressante dans ce schéma, c'est que les liens qui sont entretenus par ces différentes ressources ne sont pas uniquement des liens hypertextes bleus que l'on traverse en cliquant dessus, mais différents types de liens, et le typage des liens indique quelle est la relation qui est entretenue entre deux ressources. Par exemple, vous avez Tim qui a écrit un document. Et vous avez un document qui décrit un sujet, etc. Donc, dans l'idée de départ, il y avait différents types de ressources qui étaient représentés dans la structure du web et différents types de liens entre ces ressources. Et ces types allaient permettre d'avoir différents traitements. Donc, dans le début du web, on va avoir uniquement des pages et des liens entre les pages, par simplification et parce que c'est ce qui est énormément attendu. Mais cette idée d'avoir différents types de ressources était là dès le départ. Donc ça m'amène à la notion de web de données liées et à un certain nombre de standards qui ont été faits au W3C pour représenter ces données sur le web. Donc là, c'est la pile des standards. Et si vous voulez une lecture de cette pile, on va dire que la partie du bas concerne la représentation. Comment est-ce qu'on représente ces données? Cette partie-là représente comment on les interroge. Cette partie-là représente comment on va raisonner, faire un certain nombre de traitements automatiques dessus. Celle-ci représente des moyens de certifier et d'avoir de la confiance en ces données, par exemple de faire de la traçabilité. Et enfin, au-dessus, on s'intéresse à l'interaction, notamment l'interaction avec les utilisateurs. Donc je vais commencer par ces deux premières briques d'introduction.
RDF et Sparkle. RDF, ça signifie Resource Description Framework. Resource, on entend par ressource absolument tout ce que vous pouvez identifier par un URI. Et vous pouvez donner un URI à tout ce que vous voulez. Vous pouvez donner un URI à une page, vous pouvez donner un URI à cette chaise, vous pouvez donner un URI à votre chien, à une idée, à n'importe quoi. Et à partir du moment où vous lui donnez un URI, vous pouvez en parler sur le web. C'est juste une convention, je vais donner un URI à quelque chose. Description, parce qu'une fois qu'on a un URI, on va parler de cette chose. Donc on va donner ses attributs, ses caractéristiques et les relations qu'il a avec nous. Par exemple, je vais parler de cette chaise, je vais donner un URI à cette chaise, je vais donner un URI à l'amphi, je vais dire quelle relation il y a entre les deux, cette chaise est dans cet amphi. Et puis framework, parce que le standard va nous fournir des langages, des modèles, des syntaxes pour représenter ces descriptions et les échanger sur le web. Donc le modèle RDF, c'est un modèle de triplet. Toutes les connaissances qu'on va échanger, elles sont divisées en triplets de la forme sujet, prédicat, objet. Donc, par exemple, si je veux dire que le document HTML a pour auteur Fabien et a pour thème musique, je peux le découper en deux triplets, document a pour auteur Fabien et document a pour thème musique. Ça peut être vu comme deux petits prédicats, donc je peux donner à ça à manger un langage, un moteur logique par exemple. Mais je peux aussi voir ça comme les arcs d'un graphe. Donc, au lieu d'avoir sujet, prédicat, objet, j'ai un sommet, un arc, un sommet. Par exemple, sur les deux petits prédicats que j'avais tout à l'heure, je pourrais avoir ce petit graphe-là qui relie un document à Fabien par un arc de type auteur, et puis un document à musique, le même document à musique, par un arc de type thème. Alors, le fait de plonger ça dans le web, ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'évolutions du web qui vont être disponibles pour nous, et en particulier le fait qu'on va passer de cette idée d'identifier des pages web à cette idée d'identifier n'importe quoi. Alors, un objet qui représente ça, vraiment, cette évolution vraiment fortement, pour moi, c'est le QR code. On va coller sur vraiment n'importe quoi maintenant, y compris sur les gâteaux, par exemple, et qui permet de plonger un URI sur n'importe quel objet. Ce que le QR code traduit, c'est qu'on peut vraiment utiliser le système des URI pour identifier beaucoup plus de choses que simplement ce qui est sur le web. Donc ça traduit un changement de perception du web qui a eu lieu dans les années 90, qui était grosso modo le passage de la notion d'URL, que l'on percevait à l'époque comme un moyen d'identifier ce qui existe sur le web, à la notion d'URI, qui est un moyen d'identifier sur le web ce qui existe, par ailleurs. Donc si je donne un URI à une chaise, je peux en parler sur le web, même si la chaise n'est fondamentalement pas sur le web. Donc si je reprends mon exemple, eh bien je donne des URI à tout. Donc je donne un URI à la personne, je donne un URI au type de l'arc, je donne un URI à mon document, parce qu'en l'occurrence c'est un URL, je donne un URI à mon arc ici, et puis là, si je n'ai pas envie, si je veux juste laisser une valeur libre, je donne une valeur littérale. Donc j'ai le choix, soit j'identifie avec des URI, soit je mets des littéraux, et là c'est en libre, je mets ce que je veux en valeur. Donc voilà, ça c'est RDF. Ce modèle-là, il est doté de syntaxe de façon à pouvoir représenter ces données et les mettre sur des serveurs web. Donc il y a une syntaxe en XML, et puis il y a plein de syntaxes maintenant depuis l'an dernier, depuis sa standardisation. Turtle, Trig, JSON, Triple, Enquad, tout ça, ce sont des syntaxes qui sont maintenant disponibles pour ce modèle de données, pour publier et échanger des données RDF sur le web. Ce qui est très important aussi à voir, c'est que quand je fais la représentation de ces données en RDF, et quand je les représente par exemple en RDF XML, je peux très bien avoir un petit bout de mon fichier sur un serveur à Tokyo et un autre petit bout de mon fichier sur mon serveur à Londres. Et donc c'est non seulement un modèle de données, de graphe, mais c'est un modèle de graphe distribué à l'échelle mondiale et qui me permet de tisser un graphe de données à l'échelle mondiale et à travers les URI partagés, de recomposer mon graphe en faisant des crawlers qui vont récupérer les différents morceaux et rejoindre les morceaux, notamment lorsqu'on tombe deux fois sur le même URL. Donc j'ai vraiment un modèle pour ouvrir et relier des données dans un graphe mondial. Donc on m'avait dit que non seulement je devais faire l'introduction des sujets, mais aussi rappeler les verrous qui pouvaient exister. Et donc parmi les verrous qui restent sur cette première partie, il y a encore beaucoup de travaux sur les syntaxes. Par exemple, actuellement on se pose la question d'avoir des syntaxes canoniques pour RDF. Ça peut être intéressant pour signer des données. Bien sûr, le stockage, la modularisation, l'indexation des données pose encore un certain nombre de problèmes. L'historique des données, c'est toujours un problème intéressant. Le parcours et la découverte de ces données. L'extraction de RDF de sources existantes. Et puis l'alignement de sources entre elles. Tout ça, ce sont des problèmes pour lesquels il y a encore beaucoup de travaux. Ça va, j'ai perdu personne pour l'instant? Non?
Donc j'ai représenté mes données, je les ai mises dans un format. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de les interroger, donc d'y accéder. Alors, ça tombe bien, on est dans le sud de la France. Alors, on est entre nous, donc on connaît tous le secret de la ratatouille. Et ce que je vais essayer de vous montrer, en utilisant une métaphore qui m'a été fournie par Emmanuel Bernès de la BNF à l'époque, c'est que si vous connaissez la recette de la ratatouille, en fait, vous savez ce que c'est aussi que de publier des données liées sur le web. Merci. Bonjour Hugo. Alors pourquoi? Parce que le secret de la ratatouille, vous le savez tous, c'est que pour réussir une ratatouille, il faut que chacun des ingrédients soit cuisiné séparément. Chacun est cuisiné séparément, et après seulement je les mélange pour faire une ratatouille. Une fois que je les ai mélangés pour faire ma ratatouille, ce qui est aussi intéressant, c'est que la ratatouille devient un ingrédient pour d'autres recettes. Par exemple, pour faire un cake à la ratatouille. Alors, si vous avez compris ça, vous avez compris les données. Il suffit que je remplace les ingrédients par des données, et la mécanique des données est exactement la même. Un certain nombre de personnes possèdent des données, ils vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent publier. Donc ils vont préparer leurs données. Toutes les données n'ont pas vocation à être publiées. Heureusement, ma banque ne met pas mon détail de compte sur les données libres. Ils vont choisir ce qu'ils vont publier, ils vont les préparer, ils vont les exporter. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour créer de nouvelles données à travers des calculs. Et ces calculs vont résulter eux-mêmes des données qui vont être à nouveau une source de données utilisable. Donc, exactement la même chose que la ratatouille, mais avec des données. Et ça a permis à partir de 2007, de commencer ce qu'on appelle les données liées sur le web. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'évolution du nuage de données liées sur le web. Chacune des bulles de ce graphe ne représente pas une donnée, mais une base de données. Et la bulle centrale, par exemple, ici, d'Wikipédia, c'est l'extraction de toutes les données du chapitre anglophone de Wikipédia, environ 400 millions de triplés en RRF, qui sont disponibles, libres, directement sur le web. Ça contient aussi bien la date de naissance de Victor Hugo que les coordonnées GPS de la Tour Eiffel. Directement accessible à une requête. Ça couvre beaucoup de domaines, donc là je vous ai mis quelques exemples de statistiques, des médias, la géographie, le gouvernement, la publication, les sciences de la vie, etc. Et le principe derrière, techniquement, comment on repose sur l'architecture technique du web pour faire cette ratatouille, c'est très simple. Comme je l'ai dit, on identifie tout avec des URI, mais pas avec n'importe quelle URI. On les identifie avec des URI HTTP. Pourquoi? Parce que si jamais quelqu'un un jour tombe sur l'URI qui représente cette chaise, quand il a l'identifiant dans les mains, il ne va pas forcément savoir ce que c'est, ce que ça représente. Et si c'est un URI HTTP, il aura une action évidente à faire pour découvrir de quoi on parle, c'est d'aller à cette adresse. Il va faire un appel HTTP sur cette adresse. Il va aller récupérer une réponse. Et évidemment, comme on est gentil, en réponse, on va lui donner la description de cette chaise. Donc soit si c'est un humain, on va lui donner une page web qui dit c'est un URI qui parle d'une chaise, soit si c'est une machine qui est là, on va lui répondre en lui donnant des données RDF, il faut dire là, cette URI parle d'une chaise qui est dans l'amphithéâtre numéro tant, etc. Donc on donne des URI HTTP, et quand on va à ces URI, on renvoie des données. Et on ne renvoie pas n'importe quel type de données, on renvoie des données descriptives sur la chaise, mais aussi des données qui contiennent un maximum de liens vers d'autres objets. Par exemple, on va mettre dans ces données sur la chaise un lien vers l'URI de cet amphithéâtre. Ce qui va permettre à la personne de dire « Ah bah tiens, il y a un nouvel URI que je ne connais pas », de le suivre, d'appeler, de découvrir les données sur l'amphithéâtre. Qui va lui-même inclure des données sur Sophia Antipolis, qui va lui-même inclure des données sur la France, etc. Et de proche en proche, comme ça, on va découvrir les sources de données et récolter les données dont on a besoin pour faire un traitement, par exemple, sur la chaise. On s'arrête bien sûr là où on veut. Alors avec ce principe-là, on peut déjà faire un certain nombre de choses. Un des exemples que j'aime le plus, c'est l'exemple de la BBC. Si vous allez sur le site web de la BBC, vous ne le savez peut-être pas, mais vous naviguez déjà sur le web sémantique, notamment dans la partie des documentaires animaliers. Vous voyez, tous les documentaires animaliers sont organisés par catégorie. Par exemple, si je vais sur les raies ici, les raies sont rangées dans les ragiformes, qui sont eux-mêmes rangés dans les animaux. Alors vous avez deux façons de faire ça, soit vous payez quelqu'un à la BBC pour rentrer toutes ces connaissances zoologiques à la main dans le système de la BBC, soit vous faites comme la BBC, qui au lieu de faire ça, a fait une requête à DBpedia
sur tous les documentaires animaliers qu'elle avait, récupérer les données, notamment de classification des espèces animalières, et utiliser ça pour structurer son site web, mais aussi récupérer des informations, par exemple les textes descriptifs des raies sont récupérés de Wikipédia. Traduction, la BBC a externalisé une partie de son site web au web. Elle a web sourcé une partie de son site web. Là, je vous mets un deuxième exemple de ce qu'on peut faire une fois que toutes ces données sont liées entre elles. Ceci, c'est un moteur qui s'appelle Discovery Hub. C'est un moteur de recherche exploratoire qui vous permet de découvrir des domaines que vous ne connaissez pas à partir de ce que vous connaissez. Donc, là, en plus, il est couplé avec l'API Facebook. Donc, ça permet de partir de vos highlights, donc de savoir ce que vous connaissez, ce que vous avez aimé. Donc, la personne a, par exemple, aimé Pink Floyd, et à partir de ça, on peut découvrir dans le réseau de DBpedia d'autres objets qu'elle ne connaît pas et lui faire des suggestions pour aller vers d'autres domaines. En l'occurrence, on est aussi capable de s'adapter à la volée aux différents objets parce que Pink Floyd est dans le domaine de la musique. On est capable de détecter que des catégories comme album ou groupe de musique sont intéressants pour restructurer les données qu'on trouve. Donc ça, c'est une première façon de publier les données. Une autre façon d'y accéder, c'est de faire des requêtes sur ces données, donc de poser des questions directement. Alors ça suppose un autre langage qui s'appelle Sparkle, qui est à la fois un langage de requête, à la fois un protocole pour envoyer ces requêtes et avoir des résultats, et un format de résultat pour avoir le résultat de nos requêtes. Donc si vous connaissez SQL, grosso modo, Sparkle, c'est le SQL du web sémantique. Il y a une clause, select from where. Select, c'est ce que vous voulez récupérer. From, c'est les sources que vous allez cibler. Et where, ce sont les contraintes que vous allez appliquer dans votre sélection. Donc par exemple ici, j'ai demandé à récupérer la valeur des personnes et des noms pour toute personne étant une instance de la classe personne, personne ayant un nom, et la personne ayant un âge, cet âge étant supérieur à 10 ans. Voilà une requête qui lui permet de récupérer des personnes de plus de 18 ans avec leur nom. Donc si je vais par exemple sur DBpedia, je peux demander, donne-moi toutes les capitales d'Europe avec leur nom en anglais et en japonais, et automatiquement j'ai ces données qui sont disponibles que je peux insérer dans ma base de données. Donc imaginons qu'il y a Sofia, il y a une petite entreprise qui fasse du ticketing pour des compagnies aériennes, et qu'elle veuille faire une interface dans laquelle elle a besoin de lister des capitales et de les avoir en anglais, en français, en japonais, en espagnol. Une façon de récupérer ces données, c'est d'avoir une approche à la BBC, c'est d'aller les chercher dans DBpedia et de les incorporer. Et si un jour il y a un changement géopolitique en Europe, par exemple vers l'Ukraine, eh bien, sachant que le Wikipédia met 7 minutes à se mettre à jour et qu'on travaille de plus en plus à mettre DBpedia à jour en temps réel, on a des chances que ces changements se répercutent assez rapidement. Un autre exemple d'utilisation ici, c'est de coupler la visualisation de graphes, donc en l'occurrence c'est la plateforme Gephi qui permet de visualiser des graphes, avec la capacité à poser des requêtes. En l'occurrence ici, on a couplé Gephi avec un moteur de requête qui s'appelle Corez, qui est développé à l'INRIA. Et dans ce moteur-là, ce que je vous montre, c'est une requête qui permet de retrouver toutes les villes au monde qui ont plus de 500 000 habitants, de récupérer leur position, latitude, longitude, et la langue qui est parlée dans cette ville. Donc j'interroge le web de données pour savoir ça. Et je vais tracer un lien entre ces villes, donc je vais créer un graphe, si elles parlent la même langue. Donc je vais m'intéresser au lien linguistique entre les villes. Donc là j'exécute ma requête et l'envoyer à DBpedia, je récupère les résultats, vous commencez à voir le graphe qui s'affiche ici. Donc pour l'instant il n'est pas très intéressant. Je vais avoir une prévue qui commence à utiliser les coordonnées géographiques. Vous voyez les continents qui commencent à se dessiner. Et vous voyez les flux linguistiques, par exemple, entre l'Espagne et l'Amérique du Sud. Et si maintenant je projette le résultat de mon graphe sur Google Earth, en exportant, eh bien j'ai les résultats de ma requête sur les données du web de données directement visualisés sur Google Earth. Et en changeant ma requête, le même système peut me permettre de faire des études dans plein de domaines différents. Donc là, vous avez un philosophe qui s'est amusé à faire sa bibliographie en utilisant ça pour voir les liens d'influence entre les différents philosophes. Il a juste changé la catégorie. Ici, la même requête est utilisée pour voir les liens d'influence dans la musique. Et enfin, on ne se refait pas, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a voulu regarder les liens d'influence entre les langages de programmation. Même système, même algorithmique, à peu près la même requête, on fait juste une modification sur le type de ressources auxquelles on s'intéresse. Alors, je vous ai parlé de l'accès HTTP, donc
vous ai parlé de l'accès Sparkle, mais de plus en plus au niveau des développeurs et de l'industrie, il y avait une demande qui disait que c'était un peu le grand écart entre les deux. C'était soit on faisait des accès en lecture avec HTTP, et on récupérait toutes les données qu'on récupérait par un GET, soit on faisait des requêtes Sparkle, et ça pouvait être lourd, notamment sur le serveur pour le traitement. Ils voulaient quelque chose intermédiaire. Et cette réponse, elle est en train d'être standardisée au W3C. On peut voir ça comme une approche REST des données liées. Ça s'appelle le Link Data Platform. La standardisation pourrait finir d'ici cet automne. Et elle permet non seulement d'accéder en lecture, en GET, mais aussi en écriture. Donc on réouvre le web de données en écriture, et donc de pousser des données par un appel put directement sur le serveur pour remettre à jour une partie de données directement, sans passer par une mécanique Sparkle. Alors, sur cette partie-là, si je dois résumer, en fait, l'idée c'est vraiment ouvrez vos données à ceux qui pourraient les utiliser. Et je le dis vraiment de façon convaincue parce que l'an dernier, par exemple, j'ai été très étonné de voir une utilisation des données que j'avais absolument pas prévue et qui montre que si on ouvre les données, il y a des nouveaux usages qui émergent d'eux-mêmes. Là, je fais référence à un jeu qui s'appelle Watch Dogs, qui a été fait par Ubisoft. Et ce qui a été très intéressant, c'est que dans ce jeu, et notamment dans toute l'approche du jeu, ils se sont intéressés à récupérer les données ouvertes des villes pour aller un cran plus loin dans le réalisme du jeu, aller au-delà du réalisme graphique et récupérer par exemple la position des kiosques à journaux dans une ville pour les recréer dans le jeu au même endroit où ils sont réellement dans la ville. Et donc replonger les joueurs dans une ville qui ressemble énormément à la leur. Et ça, si vous demandez dans le domaine, personne n'avait vu cette application arriver. Bon, en termes de questions et de verrous qui restent encore dans le domaine, il y a des gros travaux sur l'optimisation des bases de graphes et le requêtage des bases de graphes. Le lien avec les bases de données, je reviendrai dessus tout à l'heure. Bien sûr, l'efficacité des protocoles de transfert, la gestion de la distribution et de la fédération des différentes bases. De plus en plus, des opérateurs dédiés à certains traitements. Par exemple, quand dans notre équipe, on travaille beaucoup sur des données liées qui représentent des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est d'être capable de manipuler des chemins de ressources, par exemple. Donc, il y a des travaux actuellement pour optimiser la manipulation de chemins, le contrôle d'accès, le contrôle des licences ou la composition des licences, etc. Bien, alors jusque-là, je vous ai un peu escroqué parce que je n'ai pas encore parlé de sémantique. Donc, on passe à la troisième partie de la pile, qui est vraiment le web sémantique. Alors, celle-là aussi n'est pas nouvelle, puisque ce que vous voyez là, ce sont les transparents de Tim en 1994, à la première conférence World Wide Web. Et le discours qu'il avait, c'était, à l'époque déjà, vous concevez actuellement le web comme un lien, un système qui lie des pages entre elles. Donc ça, c'est ces transparents de l'époque. On voit bien les pages et les liens entre les pages. Mais, disait-il, ça n'est qu'une dimension, c'est la dimension documentaire du web. Or, lorsqu'un utilisateur va sur le web, il y va avec quelque chose à l'esprit. Alors là, on voit bien qu'on est en 1994, ça c'est un utilisateur. Il n'y va pas pour juste le plaisir de traverser les liens bleus du web, il y va parce qu'il a envie de faire quelque chose. Il a envie de consulter son compte en banque, il a envie de réserver un hôtel, il a envie de connaître les horaires de cinéma. Il y va avec un modèle du monde en tête, et c'est ce modèle qui va lui permettre de décider de sa recherche ou de sa navigation. Et Tim propose à l'époque de dire on aura vraiment poussé le web à son plein potentiel le jour où on aura été capable de capturer tout ou partie de ce modèle en machine, de façon à ce que la machine puisse elle aussi raisonner dessus et nous aider dans notre tâche sur le web. Et c'est ça qu'il propose d'appeler le web sémantique. Alors à l'époque, tout le monde applaudit, ils en voient, super, et tout le monde sort en disant je n'ai rien compris. Et ça va prendre 4 ans, il y a un document qui s'appelle Semantic Web Roadmap, dans lequel on va lancer à partir de 1998 les travaux sur RDF et RDFS. Donc ça m'amène donc aux deux briques suivantes de la standardisation, RDFS et RDF, qui vont s'intéresser à publier, en plus des données, les schémas de ces données. Et notamment leur sémantique. Alors pourquoi publier des schémas? Parce que, a priori, quand un agent va trouver sur le web des données, il ne va pas savoir s'il peut les mélanger. S'il trouve des données sur la température de cuisson d'une recette et des données sur la musique, il ne sait pas qu'il ne peut pas les mélanger impunément. Et de la même façon, s'il trouve des données sur cette même musique et à côté des données textuelles, il ne sait pas qu'il peut les mélanger pour le coup, il peut les synchroniser. Pour ça, il doit savoir quels sont les différents types de données qu'il a
quels sont les liens entre ces différents types de données, quel type de traitement il doit pouvoir appliquer. Et ça se fait en partie en publiant les schémas de ces données qui nous permettent de savoir ce que l'on peut ou ne pas faire avec ces données. La première étape et le premier standard pour publier les schémas, c'est RDFS. C'est extrêmement léger. RDFS, ça signifie donc RDF Schema, qui nous permet de définir notamment deux choses. Les classes de ressources qu'on va utiliser, donc par exemple de dire que la classe des rapports est une sous-classe de la classe des documents, qu'à chaque fois qu'un numérique est du type rapport, il est aussi du type document. Donc, par exemple, dans un moteur de recherche, si quelqu'un cherche un document et qu'on a des rapports, on lui ramène les rapports, parce qu'on sait que tout rapport est un document. Et puis, de définir aussi des relations et les hiérarchies entre ces relations. C'est-à-dire que les types de liens sont eux-mêmes organisés dans une hiérarchie. Par exemple, vous pouvez dire qu'un lien auteur entre un document et une personne est sous-type d'un lien créateur. Et donc, à chaque fois que j'ai un arc entre un document et une personne, du type auteur, je peux aussi inférer qu'il y a un arc du type créateur. Donc RDFS, c'est ça, et c'est très léger, ça permet déjà de faire un certain nombre d'inférences, et sur certains volumes de données sur le web, c'est déjà assez pour poser des problèmes de passage à l'échelle. Cependant, dans certains cas, on a besoin de faire plus d'inférences encore, et donc il y a un deuxième langage au-dessus qui s'appelle OWL, qui fournit des primitives supplémentaires, donc de l'expressivité supplémentaire dans des langages logiques pour donner plus de définitions et plus d'inférences. Donc il est hors de question que je fasse un cours sur OWL aujourd'hui. D'abord parce qu'on n'a pas le temps, et en plus parce que vous seriez parti avant le troisième transparent, tellement ça peut être, comment dirais-je, long de lister toutes les primitives. Mais ce que j'ai fait, c'est que dans un transparent ici, je vous ai résumé avec un dessin toutes les opérations logiques qu'on peut faire sur les données à partir de OWL. Donc par exemple, vous pouvez en OWL utiliser ce qu'on appelle l'intersection logique et donc définir qu'une classe est l'intersection de deux autres classes. Vous pouvez décider que la classe homme est l'intersection de la classe mâle et de la classe personne. Vous mettez ça dans le schéma et automatiquement, tout homme sera aussi rangé dans la classe mâle et dans la classe personne, mais vice-versa, comme c'est une équivalence, le système, s'il détecte qu'un numérique est du type mâle et qu'un numérique est du type personne, il le rangera automatiquement aussi dans la classe homme. Donc derrière chacun de ces petits dessins, il y a une expressivité logique, on peut rajouter la définition de nos schémas qui va permettre au moteur de faire de plus en plus d'inférences et d'enrichir de plus en plus les données qu'on lui donne. Alors vous pouvez imaginer bien sûr que ça pose un certain nombre de problèmes de passage à l'échelle. Plus on met d'expressivité, plus la facture en termes de complexité algorithmique est élevée, et donc plus il faut attendre avant d'avoir un résultat. Donc je vous ai mis ici un exemple de moteur, le moteur que je mentionnais tout à l'heure qu'on a mis dans JP pour SKgram, qui est capable de faire ce genre d'inférence. Vous lui donnez des données en RDF et un schéma en RDFS, il déduit toutes les inférences, et en plus, après, lorsque vous faites des requêtes sur ces données, il vous inclut dans les résultats à ces requêtes le résultat des inférences qu'il a faites. Je vous ai beaucoup parlé, jusqu'à maintenant, d'applications sur le web ouvert, mais je ne voudrais pas vous laisser sur cette idée qu'on utilise ça uniquement sur le web ouvert. Ici, vous avez une démonstration d'un logiciel qui est fait par une boîte aux États-Unis, par Cambridge Semantics. C'est un petit plugin qui s'appelle Enzo Semantics, qui s'inclut dans Excel, et qui permet aux gens d'utiliser des schémas RDFS à l'intérieur d'une entreprise pour typer les données de leur page web, leur feuille Excel. Donc par exemple, quelqu'un qui fait de la gestion de projet peut faire sa gestion de projet dans sa feuille de Excel préférée. Simplement, dans sa feuille, il indique où est le nom du projet, où est le budget, etc. en utilisant le schéma RDFS. Et automatiquement, le système, derrière, met à jour l'intranet de l'entreprise à chaque fois qu'il met à jour sa feuille Excel. Donc l'interopérabilité entre sa feuille Excel et les outils d'entreprise passe par le schéma partagé à l'intérieur de l'entreprise. Là, on est vraiment dans une application du web sémantique à l'intérieur d'une entreprise. Ce qui est très intéressant aussi avec cette notion de schéma et de publication de schéma, c'est qu'on n'est pas obligé de réinventer un schéma à chaque fois qu'on fait des données libres. Si vous voulez créer une nouvelle source de données, le premier réflexe, ce n'est pas forcément de refaire votre schéma, c'est d'aller chercher en ligne s'il n'existe pas un schéma directement disponible. Donc de réutiliser des schémas, ce qui en plus améliore l'interopérabilité. Donc pour ça, maintenant, il y a des moteurs de recherche comme Love qui vous permettent à partir de mots-clés d'identifier quelles sont les ontologies, les schémas, pardon, les schémas qui sont disponibles et de les réutiliser s'il existe déjà un schéma sur étagère qui couvre votre domaine.
En plus de ça, ce moteur fournit le réseau social des schémas, des schémas entre eux. Donc vous pouvez voir quel schéma réutilise quel autre schéma, combien de fois il est réutilisé, ainsi que l'historique de ce schéma. Vous pouvez voir combien de fois il a été mis à jour, s'il est maintenu, s'il est encore vivant. Donc là, par exemple, vous avez un schéma qui s'appelle FOF, Friend of a Friend, qui permet d'exporter des données d'un réseau social. Autour, ce sont tous les schémas qui le réutilisent, et ici, ce sont tous les autres schémas que FOF utilise. Et ici, vous avez la vie de ce schéma, les différentes versions. Ça vous permet, par exemple, de savoir qu'un schéma est encore maintenu ou pas maintenu. Dernier point, donc j'avais pas prévu d'en parler, mais Laurent va en avoir besoin de sa présentation. Dernière façon de présenter, de structurer un peu les données, c'est un schéma qui s'appelle SCOS, qui permet, lui, non pas de représenter des schémas de classe comme je voulais présenter pour RDFS et RAW, mais de représenter des index de thématiques. Donc typiquement, par exemple, l'index d'une bibliothèque. Donc ça permet d'organiser des sujets entre eux, notamment de les documenter, de dire quels sont les différents labels en français et en anglais qui portent sur ces sujets. Donc j'ai donné l'exemple de Corporate Semantic Web ici. De les organiser hiérarchiquement, pas sous forme de classe, parce que ce n'est pas des sous-classes vraiment, mais en plus général, en moins général, en relié. Et puis de noter toutes les évolutions qui ont eu lieu, combien de changements il y a eu sur une définition, qui l'a mise à jour et qui l'utilise et dans quel contexte. Donc sur cette troisième partie, les problèmes typiques qu'on a sont des problèmes d'expressivité et de complexité, comme je vous l'ai dit. Donc il y a encore beaucoup de travaux sur comment passer à l'échelle un certain nombre de raisonnements, par exemple en sacrifiant la complétude des raisonnements. Comment apprendre ou extraire des schémas, comment aligner les schémas entre eux. Donc il y a des compétitions tous les ans sur des algorithmes d'alignement de schémas entre eux. Comment les valider ou les vérifier efficacement. Et puis, comme je l'ai dit, passer à l'échelle tous les traitements en fonction des différents fragments de complexité que je vous ai donnés. Bien, dernier point que je voulais mentionner avec vous, c'est la dernière facette, et c'est l'activité la plus nouvelle au W3C. C'est celle qui consiste à essayer de se relier à un maximum de sources de données existantes. Donc bien sûr, l'idée c'est d'essayer d'éviter d'ignorer qu'il y a un tas de formats de données qui existent, un tas de sources de données, un tas de façons de faire de la persistance. Et l'idée c'est de se relier au maximum à ce qui existe. Donc il y a l'activité web de données et web sémantique a été vraiment généralisée au W3C sous le terme de data activity, qui recouvre non seulement le web sémantique maintenant, mais aussi tous les liens qu'il peut y avoir entre ces formats et de l'existant. Alors la première chose, et le premier standard qui est sorti tout dernièrement, c'est un standard qui va nous permettre de faire de la provenance et de la traçabilité de données sur le web. Il y a plusieurs morceaux dans ces standards-là. Il y a un premier morceau qu'on appelle Void, qui permet de décrire les jeux de données qui sont publiés. L'idée c'est de dire, parmi toutes les ressources qu'on décrit, il y a bien sûr la chaise, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on peut aussi utiliser ces mêmes techniques pour parler des jeux de données eux-mêmes que l'on met sur le web. Donc dire ce jeu de données contient, par exemple, toutes les thématiques de la bibliothèque de Nice. Comment je dis ça? Eh bien, j'utilise ce schéma-là, Void, qui permet de dire à tel endroit tu vas trouver un jeu de données qui a ce contenu. Ça a été généralisé avec un autre standard qui s'appelle D4 qui permet de dire ça, mais pour des sources de données qui ne sont pas forcément en RDF. Par exemple, un dump SQL. Je vais lâcher un dump SQL et dire dans ce dump SQL, il y a tel type de données. Et une fois que j'ai décrit mes différentes ressources, eh bien, ce que je vais pouvoir décrire, c'est leur histoire, d'où elle vient, d'où vient ce jeu de données, qui l'a utilisé, comment il l'a obtenu, et décrire tout le processus d'utilisation des données. Donc faire de la traçabilité. Ça se fait avec un standard qui s'appelle provenance, qui permet de décrire les différents agents qui ont travaillé sur les données, les différentes activités qui ont été faites, par exemple une analyse statistique ou une moyenne qui a été faite, et les différents jeux de données en tout. Parmi les extractions qui peuvent avoir été faites, il y a maintenant un standard aussi au W3C qui s'appelle R2RML qui vous permet de décrire le passage d'une base de données relationnelle à un modèle RDF. Donc ce standard s'appelle R2RML pour RDB to RDF Markup Language et ça vous permet d'expliquer comment vous passez d'un modèle de base de données à un modèle RDF et donc d'exporter des données en RDF. Il y a une transformation par défaut qu'on appelle le direct mapping qui marche sur n'importe quelle base de données, vous n'avez rien besoin de lire. Et puis vous avez un moyen de fournir vos propres mappings si vous voulez contrôler la façon dont les graphes RDF sont générés à partir de votre base de données.
Deuxième activité sur des standards légataires qui vient de commencer, c'est le lien avec CSV. Alors ça, CSV, c'est le format de données qu'on trouve le plus, hein. Le format de sortie standard à la Excel. Et donc il y a une activité maintenant au W3C qui s'appelle Link CSV, qui s'intéresse à faire le lien entre CSV et les données liées, et à montrer comment on peut, en CSV, lier des données entre elles, lier du CSV entre eux, et réextraire des données liées de format de fichiers CSV qui auraient été publiés sur le web, et vice-versa, régénérer du CSV à partir de données liées qu'on aurait récupérées. Maintenant, si je regarde un peu sur le web, alors il me reste 5 minutes, sauf erreur de ma part. C'est bon, je ne sais plus, il n'y a plus personne qui me contrôle, là c'est dangereux. Ça va? C'est ce qu'il dit, moi. Si vous regardez le web, il y a quand même déjà beaucoup de données dans les pages web. Et donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se poser la question comment on se relie à ces données qui sont déjà disponibles. Donc, il y a deux façons de se relier à ces données-là. Celle que je vous ai expliquée avec R2RML, si vous avez accès au back-end de votre application, ou alors, si vous n'avez pas accès à back-end, le faire au niveau du front-end. Alors, le faire au niveau du front-end, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller modifier les pages web et les baliser à l'intérieur pour dire dans cette page web, à l'intérieur, il y a un petit peu de données. Par exemple, ici, RDFA, ça permet d'inclure dans une page des marqueurs qui nous permettent de dire à tel endroit, c'est le titre d'un livre, à tel endroit, c'est l'auteur du livre. Et donc après, je peux balader un parseur RDFA sur ces pages pour récupérer les données qui sont dans la page. Donc ça, c'est une des techniques, hein, cette technique de markup language. Dans la page, c'est celle qui permet, notamment derrière le bouton highlight, de récupérer les données qui permettent au petit script de savoir que quand vous faites highlight sur le film The Rock. Le petit script du bouton highlight va récupérer le markup dans la page, qui est montré ici, qui lui permet de savoir de quoi ça parle. Il y a eu un certain nombre d'initiatives, notamment par des petites PME du web, comme Google, Yahoo, Yandex et Bing, qui se sont mis ensemble autour d'une initiative qui s'appelle schema.org, qui permet de standardiser un certain nombre de schémas pour justement marquer dans les pages des informations sur des créations comme les films, la musique, des événements, des personnes, des lieux, des produits, des avis. Et ces markups permettent ensuite, non seulement bien sûr à ces moteurs de recherche de crawler les données et de les récupérer, donc par exemple d'adapter l'affichage de leurs résultats, mais aussi à vous, si vous passez sur la page, de récupérer ces données-là. Donc dit autrement, maintenant quand vous êtes dans une page web, vous avez le choix. Soit vous prenez la pilule bleue et vous continuez à regarder la page comme un document, soit vous prenez la pilule rouge et vous passez un parseur dessus et vous récupérez les données. Bon, ce que dit pas le film, c'est ce qui se passe quand je prends les deux pilules en même temps. Et c'est ce qui est le plus intéressant. Si je continue à regarder la page à travers mon navigateur, mais qu'en parallèle, mon navigateur, il extrait les données, alors il peut me fournir des nouveaux services de navigation. Par exemple, ici, il a extrait tous les sujets qui étaient abordés dans la page. Il me propose automatiquement d'aller chercher des informations supplémentaires sur ces sujets dans des moteurs de recherche à côté. Il a extrait tous les événements qui sont dans la page, et ces données sont du type événement, il me propose d'appliquer dessus un service qui est de l'ajouter à mon calendrier. C'est pertinent pour un événement. Il a extrait tous les contacts, il me propose de les ajouter à mon adresse book. Et puis il a extrait toutes les adresses et il me propose de les visualiser, par exemple, sur une carte. Donc là, comme vous voyez, je navigue sur le web, mais je ne clique plus sur les bons vieux liens bleus qui étaient avant. En fait, je tisse mes liens à la volée. Et je peux faire ça parce que la machine comprend ce qu'il y a dans la page. Dit autrement, on en arrive à l'idée de base de Tim qui était la machine comprend une partie du modèle du monde qui était derrière, et parce qu'elle comprend une partie de ce modèle-là, elle est capable à la volée de me fournir des fonctionnalités supplémentaires qui sont pertinentes pour ces données-là. Donc si jamais un jour vous êtes intéressé par tous ces aspects-là, il y a aussi une page wiki sur le W3C qui recense tous les outils dans tous les langages de programmation qui peuvent être utilisés pour parser, raisonner, interroger, stocker, toutes ces données-là. Donc, le doggy bag de la présentation. On a vu un web 1.0 qui était essentiellement documentaire. Puis, il s'est ouvert en écriture, ce qu'on a appelé le web 2.0, où un certain nombre d'applications se sont ouvertes à la contribution de leurs utilisateurs. Et ce qu'on est en train de voir, que certains appellent le web 3.0, c'est en plus de tout ça,
rajouter de la sémantique, notamment dans les pages des applications, pour que les logiciels accèdent à de plus en plus de données derrière et puissent nous fournir un certain nombre de traitements automatiques. Donc je vous ai identifié aujourd'hui un certain nombre d'objectifs pour faire ça, être capable d'identifier, d'écrire, lier, interroger, raisonner et tracer. Et on se dote en face d'un certain nombre d'outils, des URI, RDF, HTTP Sparkle, Link Data Platform, RDFS All ou la provenance, pour répondre à ces besoins. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces besoins, on peut les mettre en face des différents tiers d'une application, soit au niveau front-end, soit au niveau logique, soit au niveau de la donnée. Mais l'idée derrière, qui est vraiment la plus forte, c'est l'idée qu'on ne lit pas les données uniquement pour le plaisir de les lier entre elles, on le lit parce qu'à travers elles, on lit ce qu'elles représentent. À travers la donnée sur la page, je vais lier la page, bien sûr, à travers la donnée sur la chaise, je vais lier la chaise à l'amphi. Donc je lis le monde à travers les données descriptives que je lis sur le web. Et au fur et à mesure que le web se diffuse dans le monde se diffuse dans le web. Et la complexité naturelle de notre monde vient contaminer notre web. Donc ça, c'est l'un des gros enjeux qu'on a actuellement. C'est pour ça que c'est extrêmement important que toutes ces évolutions soient suivies non pas seulement par les informaticiens, mais par toutes les disciplines humaines, parce que la complexité du monde ne relève pas que de l'informatique. Donc pour moi, l'un des gros défis qu'on va avoir maintenant, c'est que les 3 W du web doivent avoir en face les 3 M d'une méthode massivement multidisciplinaire. Et ça pose une tension sur l'architecture du web, puisqu'on est passé d'une vision du web où les personnes naviguaient sur des documents liés entre eux, à un web qui permet maintenant aux personnes d'interagir entre elles à travers ces documents dynamiques, à un web dans lequel on externalise les données pour que les logiciels puissent directement les traiter et nous fournir de nouvelles fonctionnalités, et même maintenant nos logiciels sont eux-mêmes sur le web et composés à la volée à travers différents services qu'ils appellent. Et la seule façon qu'on a de se retrouver dans ce zoo, ce sont les métadonnées. C'est le fait qu'on est capable d'identifier tout ça avec des URI et de dire tel URI parle d'une personne, tel URI parle d'une page, tel URI parle d'un programme. Dit autrement, c'est extrêmement important pour moi qu'on travaille sur les métadonnées parce qu'à travers ces métadonnées, on va contrôler le web et à travers le World Wide Web, une part grandissante de notre monde. Merci.